Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle était en 4e région, Diallo-Di Diamaman-Katra, procédé à Tomia à la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle. Le coût de l'infrastructure est estimé à plus de 270 millions. C'est un financement du Grand-Duché de Luxembourg. Le compte-rendu de Brahima Kone. Ces coups de truelle marquent la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle de Tomenia. L'entreprise Kadari Koulibaly a désormais la tâche d'effectuer pendant 6 mois les travaux de construction de ce centre. Le site comprend 5 hectares et il y sera réalisé un bloc administratif, une salle de dessin technique et des blocs ateliers multifonctionnels. C'est un projet qui coûtera globalement 274 millions de francs CFA. Une initiative du gouvernement du Mali entièrement financée par le Grand-Duché de Luxembourg. La qualité des relations bilatérales entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Mali est indéniable. En effet, elle se concrétise par des actions tangibles sur le terrain, telles que l'appui organisationnel, technique et du conseil régional. Le centre de formation professionnelle de Tomnian, qui sera édifié sur ce site, aura pour mission de former des jeunes du cercle au métier rural connexe, qui sécurise les revenus des producteurs et valorise les sous-produits de l'agriculture vivière et de rente. L'objectif visé à travers ce projet est de structurer une offre de formation professionnelle crédible. L'amélioration des conditions d'accueil, la diversification de l'offre de formation en relation avec les besoins du marché du travail sont des actes prioritaires de la politique nationale de formation matérialisés par le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. L'amélioration de la qualité de nos ressources humaines et leur bonne gestion sont des impératifs au développement et la consolidation de la paix dans notre pays. La réalisation du présent projet, du présent chantier de construction d'un centre de formation professionnelle constituera une avancée certaine pour le cercle de Tomia, pour la région de Ségou et pour le Mali en entier. Cette cérémonie se situe selon les autorités régionales dans le cadre de l'atteinte des résultats du programme d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle PAFIP. Ce programme vise à former et à insérer 16 000 jeunes dans la région de Ségou et le cercle de Yorosso. Le réseau des journalistes africains pour l'environnement a tenu son assemblée générale, c'était samedi. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée. Il s'agit du compte-rendu des activités menées et de la mise en place des nouveaux bureaux qui n'a finalement pas eu lieu. Le compte-rendu de Garibou Pérou. Protéger l'environnement, telle est la vocation du réseau des journalistes africains pour accompagner la politique nationale. Dans cette perspective, le réseau a mené des activités dans la cohésion. Nous sommes menacés à tous les niveaux, les inondations, les effets des changements climatiques, la déforestation. Tout ceci constitue aujourd'hui des défis à relever. Pendant ces 4 années, nous avons eu à faire beaucoup d'activités. Et ces activités, puisque nous sommes des journalistes, ont été essentiellement focalisées sur la communication. Notre pays a signé plusieurs conventions, mais les dangers liés aux effets des changements climatiques sont toujours perceptibles. Le Mali a signé ratifié toutes les conventions. Convention cadre sur la biodiversité, convention cadre sur le changement climatique, convention des zones humides, des bois tropicaux, des éléphants. On a fait tout ceci. Alors, quelle est la réalité? Il s'agit de rendre compte au peuple, il s'agit de rendre compte à la population de qu'est-ce qu'on est en train de faire. La lutte contre la dégradation de l'environnement doit être menée tant au niveau individuel que collectif. À propos du second point inscrit à l'ordre du jour, à savoir le renouvellement du bureau du réseau des journalistes africains de l'environnement, il a été reporté à cause de l'absence de certains membres du réseau. En attendant, un organe de transition a été mis en place. Malgré la période hivernale, la distribution d'eau potable dans le district de Bamako connaît de sérieuses perturbations. Plusieurs quartiers de la capitale vivent un vrai calvaire lié à de fréquentes coupures d'eau. Les populations de ces quartiers se rabattent très souvent sur des puits ou des châteaux d'eau construits par la communauté ou par des particuliers. Quelles sont les causes de cette pénurie, les désagréments qu'elle cause aux populations? Nyanya Aliou Traoré a enquêté suivant ensemble son reportage. Bamako, la capitale du Mali.
6 communes pour plus d'une cinquantaine de quartiers. Avec une démographie galopante, les besoins de la population s'y sont multipliés. C'est le cas de l'accès à l'eau potable. Nous sommes à Garantigui-Bougou, en commune 6, du côté de la rive droite. Ici, les habitants sont aux abois car l'eau du robinet est une denrée très rare. À Sotiba, dans la cité Mali Univers, la situation est encore plus lamentable. Ici, les habitants n'ont accès à l'eau du robinet que seulement 1 heure par jour. Parfois, il faut attendre 2 ou 3 jours pour tourner la tête du robinet. Aux 1008 logements, c'est la grande désolation. Habitués aux coupures d'eau qui peuvent persister jusqu'à 4 jours et même plus, la population ne sait plus à quel sens se vouer. On peut faire 2 jours, 3 jours sans eau. Et vraiment, ça nous pose trop de problèmes. Même pour faire la cuisine, on est obligé d'aller acheter des sachets d'eau potable pour venir faire la cuisine. Il n'y a pas d'eau maintenant. Ouais, il n'y a pas d'eau. Depuis 3 h du matin, il n'y a pas d'eau. L'eau arrive à 3 h du matin, bon, on a le temps de prendre quelques gouttes. Et ça, vous vivez cette situation depuis très longtemps, depuis des mois, hein, je dirais même presque 1 an. Parce que vous voyez que là, c'est des citernes qui nous amènent de l'eau ici. On l'a vu à 2 h du matin, on l'a vu à 3 h du matin, on l'a vu à 4 h du matin. Donc, il faut que l'herbe, chaque fois, il faut que vous le vérifiez. On va te donner ça. C'est au siège de la SOMAGEP que nous avons rencontré le directeur général. Face aux différentes coupures d'eau, le directeur reconnaît quelques dysfonctionnements au niveau de son service. La difficulté majeure réside dans le fait qu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande, en ce sens que nous avons des installations qui ont une capacité donnée. Et donc, ces installations doivent répondre à une demande de la population. Mais il se trouve qu'à la date d'aujourd'hui, il existe un déséquilibre qui est en défaveur de l'offre. Nous prenons l'eau brute dans le fleuve Niger. Et particulièrement au niveau des 1008 logements, ils sont alimentés à partir d'une station compacte qui est installée à Mayambougou. Et donc, au niveau de cette station, il y a une décharge publique donc, qui déverse toutes ces impuretés dans le fleuve. Ce qui fait que nos pompes d'eau brute qui prennent l'eau brute dans le fleuve pour le traiter sont bouchées constamment. Et quand ces pompes sont bouchées constamment, nous sommes obligés d'arrêter l'usine de traitement pour déboucher les pompes et ensuite remettre les machines en marche. Donc ces temps d'arrêt, forcément, jouent sur la distribution, sur la production. Il y a un appel d'espoir parce qu'il y a des mesures qui sont prises. Je vous ai parlé de projets structurants qui sont en cours d'être mis en œuvre. La station de Missabougou, elle est déjà en chantier, elle va finir bientôt. En plus de cela, le Premier ministre a posé la première pierre le 4 septembre dernier, la première pierre de la station de Kalabankoro. Donc, toutes ces mesures sont là pour conforter le système, pour apporter davantage de capacité au système d'alimentation en eau de la ville de Bamako. Nous avons fait un tour à l'agence de la Société malienne de gestion de l'eau potable à Kalabankroa, où l'affluence est très grande. C'est dire que les factures continuent de tomber de plus belle malgré les différentes perturbations constatées sur le réseau de distribution de l'eau. Quand on dit à tous les coups, ta facture, tu gagnes la famille. Bon, par rapport à ça, moi je n'ai rien à dire. C'est mes chefs qui prennent toutes les décisions. Chez moi, c'est marqué 11 mètres cubes. Bon, vraiment, moi je me demande comment, n'ayant pas d'eau, on peut consommer 11 mètres cubes comme ça là. Il faut que les clients, que tout le monde comprenne que la consommation que nous facturons est mesurée. Elle est mesurée avec un appareil. Cet appareil, c'est le compteur. Donc le compteur, il a des limites, il a des seuils d'acceptabilité du comptage. Maintenant, nous avons un banc
d'étalonnage du compteur. Nous amenons le compteur sur le banc et nous le testons. Si le compteur n'est pas bon, nous reconnaissons que le compteur n'est pas bon et nous reprenons la facture. Mais si le compteur il est bon, il fait des mesures qui sont correctes, eh bien, nous sommes obligés aussi de reconnaître que ces mesures sont correctes. Maintenant, si malgré que nous avons détecté, nous avons étalonné le compteur et nous l'avons trouvé bon, le client continue à croire que sa facture n'est pas réelle, le client peut s'adresser aux structures de l'État. À Sotuba également, dans la cité Mali Univers, les habitants ne décolèrent pas face au problème de la facturation. Selon eux, c'est normal de payer quand on consomme, mais tel n'est pas leur cas. Autrement dit, ils accusent la SOMAGEP de surfacturation. Il y aura toujours une facture mensuelle, on va toujours donner une facture à nos clients, ne serait-ce que la facture d'entretien. Maintenant, s'il y a des clients qui reçoivent des factures de consommation qu'ils jugent exorbitantes par rapport à leur consommation réelle, ces clients ont la latitude de s'adresser à nos agences et de contester cette facture. Nous avons des procédures qui sont là, qui permettent à chaque client de dire non, je ne suis pas d'accord avec ma facture, et ça c'est normal, et ça c'est légal. Et nous sommes obligés de prendre ces réclamations en compte et de les traiter. Les explications du directeur sont-elles assez rassurantes, voire persuasives, pour calmer la souffrance de ces nombreux foyers en manque d'eau potable malgré la crue du fleuve Niger en cette période hivernale? Un réel problème dans les quartiers de Bamako, notamment Garanti-Gibougou. Garanti-Gibougou, je vous rappelle, fait partie de la commune 5 et non commune 6. Au Burkina Faso, le gouvernement veut convaincre les partenaires à investir dans la région de Bagré. Bagré, avec son barrage hydroélectrique qui garantit l'accès à l'eau et à l'électricité, pourrait être une vraie chance pour les investisseurs. C'est sous la pluie que tout le monde s'est déplacé à Bagré, au sud-est de Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé espère convaincre ses investisseurs, étrangers et locaux, de faire des affaires dans la région. Le barrage hydroélectrique de Bagré garantit l'eau et l'énergie nécessaires au développement de la pêche, l'élevage et l'agriculture. On regarde la possibilité de faire un centre de formation, peut-être avec une ferme modèle, pour que les fermiers locaux puissent voir comment utiliser l'équipement, être formés aux meilleures techniques pour qu'ils puissent avoir tous les éléments en main pour réussir. Quelques exploitations sont déjà installées, comme cette entreprise de pisciculture. L'irrigation des terres permet également le fonctionnement d'un centre d'étuvage du riz. Le gouvernement met en avant la sécurité de la zone et sa proximité avec le Ghana, le Togo et le Bénin. Ils promettent aux futurs investisseurs des conditions intéressantes. Ce que l'État nous propose est vraiment bien parce qu'il nous permet de ne pas payer les droits de douane de tout matériel qu'on exporte pour venir Bagré ici et de nous faciliter les taxes aussi. Ça veut dire les impôts pendant une certaine période d'année, notamment 5 ans je crois, on ne va pas payer les impôts, donc c'est vraiment bien. Le projet de développement de Bagré doit s'achever en 2017. Il coûtera en totalité 67 milliards de francs CFA, une centaine de millions d'euros, financés par l'État burkinabé, la Banque mondiale et les investisseurs privés. L'actualité hors du continent africain, en Inde, 12 États veulent interdire la production de Gutka. Le produit serait la cause de plusieurs cas de cancer. En Inde, 12 États sur 28 ont décidé d'interdire la production et la vente de Gutka, un chewing-gum à base de bétel, de tabac et de nicotine, très populaire en Inde. Si le Gutka, consommé par près de 65 millions d'Indiens, fait vivre des dizaines de milliers de petits revendeurs, il est responsable de graves cancers de la bouche. Le Gutka et les agents chimiques qui le composent seraient à l'origine de 80 000 cas de cancer chaque année. Si vous n'imposez pas l'interdiction de ce produit, les cancers vont continuer à augmenter. La jeune génération, nos propres enfants peuvent tomber dans cette consommation. Ce n'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement, c'est aussi de notre responsabilité de médecins d'empêcher cela. Cette interdiction permettrait de sauver des milliers de vies et de réduire les dépenses de santé. Mais cette décision n'est pas sans conséquences sociales, puisque le Gutka fait vivre des dizaines de milliers de planteurs et de revendeurs. Ce n'est pas juste. S'ils interdisent la vente de Gutka, qu'allons-nous devenir? Nous n'avons pas d'autres sources de revenus.
Qu'allons-nous faire? La bataille contre le puissant lobby du Goudka n'est pas encore gagnée. L'industrie du tabac a porté plainte contre plusieurs États du pays et la vente de tabac rapporte 1,4 milliard de dollars de taxes chaque année à l'État indien. Retour chez nous et nous allons parler de sport et de basket. L'afro-basket féminin des moins de 18 ans qui a donc pris fin. Les juniors maliennes ont perdu en finale à Dakar face aux Sénégalaises. Score final 55 à 50. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Koji Sibi et Mbarakoumega. La salle Marius Ndiaye a connu du monde pour cette finale. Les Aiglons démarrent fort avec un pressing haut sur les Sénégalaises, leur infligeant un cinglant 6-0 après 3 minutes de jeu. Les Lioncelles tentent de s'extirper du marquage des Maliennes, mais la défense de l'équipe de Mohamed Saleh Maïga reprenait le dessus. Très coincées à l'intérieur, les Sénégalaises tentent des tirs primés en vain. La bonne défense du Mali relance son attaque qui se sort d'affaire. Les Aiglons ont plus 6 au quart-temps initial, 19-13. De retour sur le parquet, l'équipe du Sénégal n'a pas jusqu'à présent la solution à la défense du Mali. Devant, les appels en profondeur d'Aminata Traoré dans la raquette donnent des fautes aux Sénégalaises. Malgré quelques réactions d'orgueil côté sénégalais, les Maliennes utilisent bien l'intérieur. Les Lioncelles jouent en contre et mettent la pression en réduisant l'écart. À la mi-temps, le Mali ne mène plus que par le score de 29 à 28. Survient encore l'éternel problème de lumière dans la salle Marius Ndiaye. Le match est arrêté pendant près d'une heure. À la reprise, la zone du Mali n'est plus efficace et laisse des passages aux Sénégalaises qui en profitent pour passer de justesse devant, 40-38 à la fin du troisième quart-temps. Le suspense bat son plein dans le dernier acte de jeu. Les Aiglons resserrent les taux en défense et se relancent. Le score connaît des évolutions terribles. Dans le Money Time, les cadres de l'équipe malienne n'ont plus de jus, n'ayant pas bénéficié de temps de repos. Le Sénégal, qui tournait à 8-9, termine fort le match en contre. Les Sénégalaises l'emportent 55-50. Les juniors du Mali, qui rêvaient de l'exploit de leurs aînés il y a 5 ans ici à Marius Ndiaye, doivent attendre une prochaine occasion. Elles n'ont surtout pas démérité. Je crois que nous avons très bien joué. Je félicite vraiment les filles. Oh, nous savons dans quelles conditions on allait jouer Dakar ici. On a 1 heure de temps pour nous casser et jouer. Mais ça fait partie des matchs. Mais en tout cas, nous avons très bien joué. Je félicite le Sénégal et je leur dis merci. Mes impressions sont très bonnes. Comme vous l'avez dit, la finale a été âprement disputée. Et je félicite l'équipe malienne. Il n'était pas évident que cette équipe arrive à ce niveau, compte tenu de toutes les difficultés que le Mali connaît. Et elle s'est battue jusqu'au bout. Elle a perdu, il faut qu'il y ait un perdant, elle a perdu, mais elle n'a pas démérité. Je pense que nous avons une très bonne équipe comme ça. Il s'agit de l'encadrer davantage. Dans tous les cas, cette équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il faut la préparer maintenant pour la Coupe du Monde. Au chapitre des distinctions, côté malien, Aminata Fakoro Traoré est désignée meilleure pivot, alors que Mariam Koné est non seulement meilleure meneuse, mais aussi meilleure tripointeuse. 27 ans après sa dernière finale de la catégorie, le Sénégal remporte enfin le trophée. Le Mali a la médaille d'argent et l'Égypte la médaille de bronze après son succès 45-44 aux dépens de la Tunisie. Voilà, c'est tout pour cette édition. Sira Bachili vous présente les prochaines, 18h-20h. Je vous retrouve s'il plaît à demain à 10h. Restons de cœur rédaction avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Excellent moment de télévision en compagnie de nos programmes.